Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro, je reçois aujourd'hui Caroline Cala pour parler de fantômes et de spectres à l'époque moderne. Une discussion pleine de générosité avec beaucoup de collègues et d'ouvrages de travaux cités, dont vous retrouvez toutes les références sur le site paroledhistoire.fr. Je rappelle que vous nous retrouvez aussi sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter @parolelist, ainsi que sur le site pour la boutique en ligne. Merci, bonne écoute et à très bientôt. Bonjour Caroline Cala. Bonjour André Loez. Vous êtes directrice d'études à l'École des études en sciences sociales et vous publiez aujourd'hui, il paraît donc aujourd'hui, ce mercredi 11 septembre, Le temps des fantômes, spectralité d'ancien régime, 16e, 17e siècle, chez Fayard dans la collection L'épreuve de l'histoire. C'est un livre profondément original, qui a beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup de profondeur, d'érudition, et qui revisite en compagnie des spectres presque tous les pans de la première modernité en Europe, et ça m'a énormément intéressé. Et donc ma première question serait pour vous demander comment vous en êtes venu à travailler sur les fantômes. Est-ce qu'il y a un fantôme originel qui serait à l'origine de cette enquête, ou est-ce que c'est une hantise plus générale qui vous a amené à ce thème ? Je pense qu'il y a deux matrices. La première, c'était ma thèse sur le souvenir du passé républicain dans la Florence grand-ducale. J'avais beaucoup travaillé sur la spectralité, mais entendu en un sens un peu métaphorique, c'est-à-dire les souvenirs d'un passé qui hantait la dynastie médicéenne, qui s'était transformée. C'était aussi le passé comme lieu d'un refoulement. Et là, j'étais plus dans une conception effectivement métaphorique, liée au maniement du passé. Et puis l'autre matrice, de manière un peu plus étrange peut-être, c'était la mort de Jacques Derrida, qui m'avait donné l'occasion d'un séminaire de recherche chez Denis Crouzet. Et j'avais travaillé justement sur Mal d'archives de Derrida. Et en travaillant sur Mal d'archives, je m'étais rendu compte effectivement qu'il y avait des... On pouvait passer effectivement de cette conception un peu métaphorique de la hantise, du passé comme hantise, à une conception plus incarnée, paradoxalement, c'est-à-dire la figure du spectre, la figure de l'origine, de l'ancêtre, celui qui est caché dans le placard et qu'on ne veut pas voir. Et donc voilà, et je pense que c'est ces événements, entre guillemets, ou ces deux moments qui ont déterminé. Ensuite, je me suis mis à lire les textes d'une certaine façon, et voilà. Vous en avez trouvé beaucoup dès lors, aussi bien en Italie, dans le monde germanique, en France, en Angleterre à l'époque moderne. Vous avez mis au jour finalement une présence considérable des spectres et des fantômes. Oui, c'était une question qu'on me posait souvent au fur et à mesure que je l'avançais dans mon travail, qui a duré quand même assez longtemps, il faut bien le dire. Je pense que j'y travaille depuis une dizaine d'années. Et à chaque fois on me demandait alors, tes fantômes ? Et je répondais toujours, ils pullulent, ils pullulent. Parce que comme souvent quand on a une recherche, quand on commence une recherche, à un moment donné, les archives vous parlent, et donc elles sont venues vers moi, en quelque sorte. Et donc elles pullulent, oui, encore maintenant, je suis submergée par les fantômes, on m'en amène aussi beaucoup. Alors il me semble que votre travail, donc avec ses origines évidemment personnelles, s'inscrit aussi dans des fils historiographiques, et peut-être deux fils historiographiques complémentaires. Un peut-être un peu plus ancien, autour de gens comme Jean-Claude Schmitt, Carlo Ginzburg, qui ont interrogé depuis longtemps les questions de revenants, d'apparitions, dans le médiéval notamment, mais aussi à l'époque moderne. Et puis peut-être un fil plus récent, tourné vers les sciences sociales, qui interroge de façon pragmatique le surnaturel, pour savoir les histoires de zombies ou les apparitions de la Vierge, qu'est-ce que ça fait socialement, qu'est-ce que ça dit d'une société. Et donc, il semble qu'on est un peu au croisement de ces différents courants. Comment vous vous positionnez ? Oui, c'est exactement ça. C'est qu'il y a eu toute cette... Alors, j'en rajouterais peut-être un troisième, c'est plus ancien encore, une Urstrate. Il y a la strate la plus ancienne, c'est l'histoire des relations des vivants et des morts. L'histoire de la mort, qui n'a pas été tellement étudiée comme une histoire du religieux. Au départ, en tout cas par les grands ancêtres, je passe par de Dariès, de Vauvel, de Chaunu. Évidemment qu'il y avait une histoire de la religion, de l'Église dedans, mais au départ, il y avait vraiment cette interrogation anthropologique et parfois même philosophique. Et ensuite, il y a eu effectivement la question des croyances, du surnaturel, de la démonologie aussi, l'anthropologie historique de Jean-Claude Schmitt et Carlo Ginzburg. Et je dois dire que là, c'était plus un héritage compliqué parce que personnellement, l'histoire de la sorcellerie m'avait toujours profondément ennuyée.
Et je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est quand même des études remarquables, mais j'avais pas de goût pour le surnaturel. Et donc il a fallu que je fasse effectivement ce détour, parce qu'en fait c'est le diable qui m'embêtait. Le diable m'ennuie, c'est triste à dire. Et donc j'ai fait ce détour, j'ai eu besoin de ce détour par la philosophie pragmatique pour voir l'intérêt pour ma personnalité de chercheuse de cet objet. C'est-à-dire pas trop se poser la question de la croyance, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas, mais qu'est-ce qu'ils nous font faire. Et là, effectivement, l'histoire s'ouvrait, c'est-à-dire qu'on pouvait faire une histoire politique avec les spectres, on pouvait faire une histoire des pratiques juridiques avec les spectres, on pouvait faire une histoire sociale de la famille avec les spectres, on pouvait tout faire. Et donc ça a été la cheville, le truchement voilà, pour reconsidérer à partir d'un lieu très émouvant, qui est effectivement celle de la rencontre des vivants et des morts, ce lieu qui m'a touchée et qui m'a permis de déployer mon questionnement. Alors, ces fantômes qui pullulent dans les archives, en même temps, ils sont compliqués parce que vous essayez de faire l'histoire de quelque chose qui est immatériel. Et du coup, quelle matérialité documentaire vous trouvez pour les approcher, à travers quel type de sources? On va sans doute parler des grands traités sur les spectres que vous avez abordés, des auteurs qui sont très importants, mais plus largement, quels sont un peu les massifs documentaires ou les types de sources que vous avez dû scruter, ou peut-être auxquels vous avez renoncé, parce que ils sont peut-être pas partout également? Alors j'avais effectivement, au départ, je suis une fanatique de l'archive, en plus les 16e-istes, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, je dois dire. Et là, pour ma thèse, ça avait été vraiment fondamental. Et là, il n'y avait pas d'archives, ou plutôt des archives qu'il fallait trouver comme une aiguille dans une botte de foin. Tout simplement parce que là où on pouvait les trouver, c'était dans les archives religieuses, dans les archives de l'Église, mais il n'y a pas d'archives de l'exorciste, par exemple, parce que c'est pas un sacrement qu'on fait payer, par exemple, ou qui nécessiterait un enregistrement ou et donc, j'avais pas de ce type de source. Donc ça aurait voulu dire des dépouillements gigantesques pour un cas, voilà. Une fois par mois, qu'on trouverait. Exactement. Puisqu'il n'y avait pas de source dédiée ou de fonds d'archives dédiés aux apparitions, il fallait que j'aille au petit bonheur, parfois dans les synodes, par exemple, qui contiennent tout ce que l'évêque voudrait voir supprimé comme superstition, etc. Bon, il y en avait qui étaient publiés, donc j'ai pu m'appuyer un petit peu dessus, mais c'est vrai que tomber ou faire un dépouillement intégral et exhaustif des synodes provinciaux, ça aurait été trop long. De même pour les affaires de fantômes dans les tribunaux. Moi, j'en ai trouvé à partir de la jurisprudence, donc à partir des traités, mais j'aurais pu aussi dépouiller, mais là aussi, ça m'aurait demandé plusieurs vies. Donc, il a fallu effectivement que je renonce au territoire de l'archive comme source reine. En revanche, pour l'imprimer, là, c'était extraordinaire parce que voilà, il y avait alors c'est pas moi du tout qui les ai découvertes, hein. Tout le monde connaissait les histoires curieuses, etc. Donc j'ai identifié ou j'ai choisi de regrouper dans des genres très différents tout ce qui avait trait aux fantômes. Pour ça, je me suis beaucoup appuyée effectivement sur le travail de Jean-Claude Schmitt qui avait fait ce travail de repérage pour le Moyen-Âge, et puis ça m'a permis de constater effectivement que ce qu'il avait déjà pointé, hein, à savoir que déjà, à la fin du Moyen-Âge, le fantôme sort de ces genres obligés de l'exemplum, de la littérature dévotionnelle, pour gagner d'autres lieux. Au moment où l'imprimé se diffuse et se multiplie, évidemment, les genres se multiplient à leur tour. D'autant plus qu'à la Renaissance, on redécouvre d'anciennes histoires de fantômes des auteurs classiques, grecs et latins, et du coup, ça, c'est quelque chose qui imprègne énormément des auteurs que vous lisez. Oui. Même si là encore, c'est quelque chose à laquelle j'étais très attentive, ne pas trop faire de la Renaissance le lieu d'un bouleversement. Il y a vraiment des continuités très fortes avec le Moyen-Âge, et c'est vrai que le Moyen-Âge connaissait
beaucoup des sources dont il est question. Simplement, effectivement, avec ce démultiplicateur qu'est l'imprimé, on a quand même des effets qui sont, eux, neufs. Dans ces textes, le vocabulaire pour désigner les fantômes est assez varié, et peut-être que vous pouvez en dire un mot. On parle de fantômes, de spectres, de revenants, de songes, d'esprits. C'est pas quelque chose qui est forcément stabilisé, même s'il y a un certain nombre d'auteurs qui tentent d'établir une science des spectres, qui tentent de faire des classements, des catégories, et que ça devient un véritable objet d'étude. On pense en particulier à Pierre Leloyer, que vous avez analysé, qui est vraiment l'auteur d'une somme sur les spectres. Oui, il y a tout un travail de typologisation de ces ombres, alors les succubes, les larves, tout ce qu'en fait, là c'est vraiment l'héritage effectivement antique, notamment alors de Pline, il est repris aussi de Lucien, il est repris de très nombreux auteurs, de Julius Obséquens et de ses annales terrifiantes. Et donc on retravaille ces catégories on les métisse avec les catégories chrétiennes, évidemment. Pour autant, je suis pas trop rentrée dans les subtilités des nomenclatures. D'abord parce que tout le monde n'est pas d'accord, et ensuite parce que c'est vraiment, ensuite quand il s'agit de décrire les phénomènes, ces questions de nomenclature au fond disparaissent, et c'est vrai que les mots les plus fréquemment employés quand on parle de ce qui arrive, ben c'est le terme le plus générique possible, l'apparition ou les ombres. Ça c'était très beau effectivement, ce terme d'ombre qui apparaissait, qui est repris de l'Antiquité. Donc oui, un pullulement, une réflexion, mais qu'on ne cherche pas à tout craint à faire coller au réel. Et alors ce pullulement, c'est aussi un pullulement de description et d'apparence, puisque les fantômes qui surviennent, que les gens croisent, dont ils parlent dans des affaires, dans des textes, etc., ils ont des apparences très différentes. Il y a des images qu'on mettra sur le site qui montrent parfois des apparences d'hommes à écailles de poisson, parfois ce sont des draps noirs. Aujourd'hui, on se représente souvent le fantôme comme un drap blanc posé sur une forme. Ça, est-ce que c'est une origine moderne, ou est-ce que il y a quand même une plus grande variabilité de la forme et de l'apparition? Tout à fait. Et ça, c'était une surprise pour moi. En termes effectivement d'identification visuelle, d'iconographie, il n'y a pas d'iconographie fixe du fantôme. Alors, on trouve depuis très longtemps le pâle spectre avec sa chaîne et son boulet, c'est Pline, dans la lettre Assyria, donc on est au 1er siècle après Jésus-Christ. Mais à côté de ça, le spectre n'a pas une... Il n'y a pas de code. Ce qui m'a beaucoup frappé, par exemple, c'est que même au théâtre, le spectre il n'y a pas de code pour représenter le spectre. On ne met pas nécessairement un drap blanc sur ceux qui sont censés le jouer. C'est vrai que dans les gravures, alors effectivement, on peut en voir sur le site. Par exemple, la blancheur n'est pas un attribut du spectre. On voit des oiseaux de paradis qui sont des apparitions. Oui, et puis il y a ces figures noires très inquiétantes du bal des fantômes de Bicêtre, jouées pour faire allusion à une histoire de fantômes au château de Bicêtre, et qui sont d'immenses silhouettes noires extrêmement inquiétantes. Elles sont très belles, c'est les aquarelles de Rabel, de Daniel Rabel. Je voulais les mettre d'ailleurs sur la couverture de mon livre, mais on m'a fait dire que l'ambiguïté visuelle de ces créatures était trop profonde. Alors que votre livre travaille ces ambiguïtés. Alors on parlait de théâtre à l'instant, je vous propose d'écouter un extrait de Hamlet, acte 1, scène 4, Hamlet publié pour la première fois en 1603, représenté sans doute un peu avant, donc précisément au moment que vous interrogez, c'est-à-dire cette première modernité. Et cet extrait de Hamlet, c'est la première rencontre d'Hamlet avec le fantôme de son père, dont on lui a déjà parlé, et puis là, il le découvre, et il en décrit d'ailleurs l'apparence. Que tu sois un esprit bienheureux ou un spectre damné, que tu apportes la brise du ciel ou la puanteur de l'enfer, que tes intentions soient pleines de haine ou de charité, tu t'avances sous une forme si naturelle que je veux te parler. Alors plusieurs choses intéressantes ici, la forme naturelle qui permet de s'adresser à lui, et puis l'indétermination entre l'enfer, au contraire quelque chose de valorisé. On n'est pas nécessairement du côté diabolique, et c'est d'ailleurs un des éléments que vous travaillez dans votre livre, de montrer qu'on peut dédiaboliser les fantômes. C'est pas nécessairement le mal, le Satan, le diable qui s'exprime à travers eux, mais cette présence finalement peut avoir des sens beaucoup plus ouverts. Oui, alors c'est vraiment... Et là, j'en profite aussi pour faire une référence qui a été très importante dans mon travail, c'est le travail de Stephen Greenblatt sur Hamlet. Notamment, il y a deux grands textes, Shakespearean Negotiations et puis Hamlet in Purgatory. Au passage, on a entendu Jean Marais, c'est une interprétation ancienne de Hamlet. Oui.
Et donc, Greenblatt, justement, s'interroge sur la nature des fantômes en disant, voilà, Shakespeare écrit presque un peu moins d'un siècle après que la religion anglicane ait rejeté le dogme du purgatoire. Donc, la grande question, c'est d'où vient le spectre de Hamlet? Et ce qui est frappant, là, dans l'extrait que vous avez cité, c'est qu'on assiste à une scène que les catholiques, mais les protestants aussi, pourraient appeler une scène de discretio spirituum, c'est-à-dire de discernement de l'esprit, c'est-à-dire le moment, les questions qu'il faut poser à une apparition pour savoir quel est son statut théologique. Est-ce qu'elle vient ici, il y a deux seuls lieux, elle vient du paradis ou elle vient de l'enfer. Est-ce que tu es une âme bienheureuse ou un spectre damné? Et donc là, on est dans cette binarité, ce choix binaire est parfaitement conforme à la religion anglicane, parce qu'il n'y a pas ce troisième lieu, c'est-à-dire si on était dans une discretio spirituum catholique, on dirait effectivement, il manque un troisième lieu, viens-tu du purgatoire. Là, on n'en a que deux, donc on pourrait dire, c'est bon, c'est un fantôme orthodoxe. Sauf que ce père de Hamlet, on l'a suffisamment entrevu jusqu'à présent pour comprendre que ce serait quand même étonnant qu'il soit au paradis. Ou voilà. Et puis il y a d'autres endroits que Greenblatt pointe où cette ambiguïté elle est beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'il revient de quelque part d'un séjour des morts, et Greenblatt fait surgir justement cette indétermination du fantôme dans Hamlet, et la thèse de Greenblatt est que il réinscrit le fantôme de Hamlet dans tous les autres fantômes qui pullulent dans le théâtre élisabétain et d'abord dans le théâtre de Shakespeare, et il fait cette proposition pour expliquer pourquoi tant de fantômes alors que normalement il ne devrait plus y en avoir. Eh bien, d'après lui, c'est que le théâtre est devenu la scène funéraire, la scène funèbre qui a été refusée aux Anglais, parce que désormais ils ne peuvent plus assister à un enterrement avec des pompes funèbres, ils ne peuvent plus prier pour les défunts, ils ne peuvent plus accompagner par la prière, on ne peut plus prier pour les morts, et que cet interdit posé par la religion anglicane a provoqué un grand traumatisme qui a été rempli en quelque sorte par ce théâtre de spectres élisabétain. C'est une très très jolie thèse. À mon avis, elle est trop massive pour être vraie, mais elle est magnifique. Alors, pour accompagner ou compléter cette thèse, vous avancez vous-même une proposition forte sur le pullulement des spectres à l'époque moderne. Vous parlez, à la suite aussi de Denis Crouzet, d'une conjoncture panique d'un moment au XVIe et début du XVIIe siècle, marquée par les guerres, marquée par la récurrence des pestes, marquée par le déchirement religieux. Et du coup, le spectre, c'est celui, je vous cite, qui permet de négocier le sentiment de la peur, qui est omniprésent à l'époque. Et donc, cette récurrence des fantômes s'explique par une temporalité particulière et un rapport particulier à la mort. Alors oui, il y a une chronologie effectivement dans ce travail, ce que j'ai appelé un moment spectral, qui ne veut pas dire, encore une fois, que certaines périodes sont plus hantées que d'autres. Je pense qu'en revanche, ce qui est historicisable, c'est notre rapport aux fantômes. Et au XVIe siècle, effectivement, ce rapport, il passe, par exemple, par un rapport négocié dans le droit. C'est ça a été ma première piste, c'était la présence de fantômes dans les tribunaux. Alors, sous différentes formes, ça peut être le fantôme de l'homicidé qui vient témoigner, pas à la barre, mais dont on rapporte le témoignage. Et puis, surtout, celui qui était très bien attesté, c'était les maisons infestées d'esprits. Et avec les maisons infestées d'esprits, effectivement, j'ai eu... les juristes commencent à faire tout un travail de légitimation de la question, puisque la question donc qu'ils posent, c'est est-ce qu'on a le droit de quitter une maison qu'on loue avant le terme du bail? Et les baux anciens étaient très longs, ça durait 3 ans. Et donc, et c'est une France de locataires, qui est la France de l'Ancien Régime, c'est une France de locataires à 80%. C'est très rare de posséder la maison qu'on habite. Donc, est-ce qu'on a le droit de quitter cette maison avant terme? Et c'est ce que plaident les gens qui veulent quitter des maisons qu'ils estiment hantées. Et ça pose un gros problème aux juristes, parce que vous allez me dire parce qu'on ne peut pas le prouver. Non, c'est pas ça qui pose un problème aux juristes. Ce qui pose un problème aux juristes, c'est que ça n'existe pas dans le droit romain. Donc il n'y a pas de texte sur lequel s'appuyer. Et donc ils vont travailler sur une loi qui s'appelle la loi d'Alphénus,
qui est une loi qui autorise effectivement des locataires à quitter une maison pour cause de danger. Alors, le droit romain, qui procède du fait, qui n'est pas du tout subjectiviste, ne s'occupe pas du sentiment de la peur, et donc c'est des peurs bien tangibles, c'est-à-dire l'arrivée des armées, une crue, une épizootie qui viendrait décimer le troupeau. Mais justement, avec la loi d'Alphénus, les juristes vont travailler sur des peurs plus immatérielles. Alors ça va commencer par la crainte de la peste. C'est vraiment la crainte de la peste qui est la matrice de cette crainte des esprits. Et ensuite, ils vont passer donc de la crainte d'une peur avérée, la maladie, à la crainte d'une peur virtuelle, la peste qui pourrait arriver, la peste. Et puis ensuite, la crainte d'une peur d'un danger qui peut être là, mais qui ne peut ne pas être là, une peur invisible. Et en un sens, la peste est aussi un danger invisible. Il y a vraiment beaucoup de liens entre la peste et les esprits. Et donc, ces juristes vont se mettre à réfléchir sur, est-ce qu'on peut faire droit à la peur devant les tribunaux? Et c'est vraiment un très beau travail que la jurisprudence commence à faire autour de ce droit à la peur. Et ça m'a paru évidemment extrêmement significatif qu'il advienne au moment des guerres de religion, parce qu'évidemment la peur des massacres, la peur des soldats, de l'arrivée des soldats, la peur du voisin. Et aussi la peur de la mauvaise sépulture, le fantôme qui hante parce qu'on n'a pas le temps d'enterrer, on enterre mal, on enterre dans le mauvais endroit, un protestant chez les catholiques, un catholique chez les protestants, ça crée du trouble et du coup l'esprit peut d'autant plus se manifester. Exactement. Même si le mal ensépulturé, la mauvaise mort, ça c'est vraiment quelque chose qui traverse les siècles. Le revenant, c'est très souvent celui qui a été mal ensépulturé. Mais les possibilités d'être mal ensépulturé se multiplient effectivement par temps de peste et par temps de guerre. Alors pour revenir sur cette histoire de temporalité, vous faites aussi des distinctions avec les usages ou les présences médiévales des spectres, et notamment il me semble qu'il y a un basculement que vous montrez, la préoccupation médiévale peut-être plus forte, c'est le salut des morts. Qu'est-ce qu'on fait des morts? On va prier pour eux, et donc évidemment le purgatoire est un lieu inventé, comme Jacques Le Goff l'a montré notamment au cours du Moyen-Âge, et il faut adresser des prières pour que les morts cessent d'errer. Et finalement ce qui se passe à l'époque moderne, si je vous suis bien, c'est un déplacement, ce qui compte moins c'est peut-être cette errance des morts, que la hantise des vivants, que le salut des vivants, que les morts viennent hanter, et il y a un déplacement de la question, notamment du fait que les spectres deviennent un peu ce que vous appelez une patate chaude théologique entre protestants et catholiques au moment de la Réforme. Ça devient aussi un point d'achoppement dans le conflit religieux qui traverse l'Europe, et du coup ça déplace un peu le questionnement sur les fantômes par rapport à l'époque médiévale. Oui, alors, sur l'effet de hantise, alors le problème, là encore, il est toujours documentaire, c'est que peut-être que la hantise des vivants était bien là au Moyen-Âge, et d'ailleurs, alors ça dépend quand est-ce qu'on fait commencer le Moyen-Âge, mais c'est vrai qu'un des textes les plus émouvants sur la hantise, c'est un texte qui pour moi pourrait être de la Renaissance, mais pour les médiévistes est définitivement chez eux, mais c'est le texte de Pagolo Morelli, un Italien qui témoigne au XVe siècle du fait qu'il est hanté par l'image de son fils mort qui revient sans cesse le jour, la nuit, devant ses yeux, lui reprocher de ne pas l'avoir assez aimé. C'est un texte crucifiant et puis très très émouvant parce que c'est dans un livre de raison, on trouve très rarement des informations de ce type. Alors on pourrait dire que c'est déjà la Renaissance, pour les Italiens ce serait déjà la Renaissance, c'est-à-dire avec ce rapport très individuel à sa douleur, à son lignage étroit, à cette famille linéaire. Mais bon, on trouve là, de manière assez précoce, le signe que les vivants étaient hantés par leur mort. De toute façon, je ne pense pas qu'il y ait des périodes où mourir, où la mort de l'autre soit plus facile que d'autres, même si elle peut être plus fréquente, donc plus présente dans le paysage. En revanche, ce qui est vrai, c'est que pour la période moderne, oui, on a effectivement plus de témoignages. On a effectivement, avec l'avènement de la famille mononucléaire,
Et j'étais partie aussi d'un article, à mon sens, fondamental de Nathalie Zemon-Davis qui s'appelle Ghost, Kin and Progeny, qui est un article ancien, mais qui était très programmatique, et à mon avis, on n'avait pas tiré tous les fils de cet article, dans lequel elle lie la question des fantômes, de la hantise, enfin, la question des fantômes plutôt, avec la nouvelle famille qui émerge de cette nouvelle société urbaine, bourgeoise, de la Renaissance. De la même manière qu'il y a les parents, l'enfant, le grand-père, il y a maintenant l'aïeul et le fantôme qui s'inscrit dans Exactement. cette linéarité-là. Exactement, elle dit que le fantôme est désormais un age group de la famille moderne, c'est-à-dire on fait vraiment un membre de la famille à part entière. Alors la polémique religieuse, là aussi, elle va jouer comme un stimulus à la publication, la discussion autour de la question des fantômes, puisque, donc en théorie, je dis bien en théorie, les protestants, en rejetant le purgatoire, rejettent la possibilité pour les morts de revenir. Alors je dis en théorie parce que c'est vrai au début, ça n'est plus vrai à la fin. C'est-à-dire en Angleterre, par exemple, qui est l'exemple le plus frappant, dès les années, en tout cas c'est net à partir des années 1650-1660, vous avez des pasteurs anglicans qui publient des recueils d'apparitions, où ils ne discutent pas trop la théologie, enfin la nature de l'apparition, mais où ce qui compte, pourquoi est-ce que l'apparition est tellement importante? Parce que elle vient prouver la survivance de l'âme, et donc c'est une arme contre les sceptiques, contre les athées, contre les incroyants. Et donc ils utilisent visiblement un personnage qui est vraiment resté très important dans ce qu'on pourrait appeler, faute de mieux, la culture populaire, en tout cas qui est bien présent dans les sociétés anglaises rurales du XVIIe siècle, pour s'en servir dans le combat, dans la polémique contre les athées, qui sont désormais qui sont perçus comme des adversaires plus dangereux que n'auraient pu l'être les catholiques autour de la question du purgatoire. Ces fantômes que vous étudiez peuvent être masculins ou féminins et interagir différemment d'ailleurs avec les hommes et les femmes, avec les différents lieux de la maison. Vous racontez une très belle histoire de fantôme de sage-femme apparue en 1628 à Dole. Il y a une dimension genrée aussi de l'apparition, d'autant que vous dites que les auteurs de traités sur les fantômes sont plutôt misogynes et dévalorisent plutôt les apparitions féminines, mais en tout cas, il y a quand même un partage qui se fait, toujours dans ces ambivalences spectrales, et cette capacité à aller d'un côté ou de l'autre, du côté des vivants, du côté des morts, du côté des hommes, du côté des femmes. Il y a une spécificité de ce point de vue. Oui, alors du côté des auteurs des traités, notamment de ceux qui travaillent sur la discretio spirituum, des théologiens, il y a une dévalorisation de l'apparition. D'abord, c'est un personnage encombrant après le Concile de Trente, parce qu'il a trop partie liée avec la superstition, et puis aussi parce que le pire, c'est quand même quand le fantôme est vu par une femme, parce que comme elle est supposée avoir plus d'imagination, être plus sujette à la peur, elle est plus sujette à l'illusion, et donc tout ce qu'elle voit, c'est forcément quelque chose d'un statut douteux. C'est quelque chose d'ancien, on le trouve chez Gerson aussi à la fin du XVe siècle. Mais donc il y a cette dévalorisation du statut épistémologique du fantôme vu par une femme, de la visionneuse, on peut dire. Et sinon, ensuite, je me suis posé la question, est-ce qu'on pouvait repérer, au fond, un sexe du fantôme? Et là, vraiment, je trouve aussi bien des fantômes d'hommes que de femmes, que de petits-enfants. En revanche, et comme vous le disiez, ce qui est le plus important, c'est l'expérience du visionnaire avec l'apparition. Et c'est vrai que, au cœur de ces expériences joue beaucoup les relations de sexe. Alors, l'apparition de Dole, elle est très frappante. D'abord, c'est pas moi qui ai découvert le manuscrit, hein, c'est une historienne américaine qui s'appelle Catherine Edwards qui a publié le manuscrit. Et c'est une histoire extraordinaire, puisque effectivement, c'est une femme qui apparaît à une autre femme. Elle est seule dans une maison abandonnée parce que son mari n'est pas là, puisqu'il est soldat, il est en garnison. Elle est malade, elle s'est blessée, elle a la fièvre, elle doit accoucher, et elle est présentée comme absolument seule. Et une chambrière lui apparaît une fois, deux fois.
elle a des gestes extrêmement concrets du quotidien, qui sont les gestes de l'ancillarité féminine. Elle fait son lit, elle balaye chez elle, elle lui ôte sa chemise qu'elle fait sécher près de l'âtre. Et puis, quelques jours plus tard, elle va l'accoucher. Elle l'accouche heureusement d'un petit garçon. Et non seulement elle l'accouche, mais elle lui donne des conseils de puériculture, parce que les 2 précédents enfants de cette femme étaient morts. Et elle lui dit, c'est parce que tu les as trop fermement emmaillotés. Donc elle lui donne des conseils de puériculture. Effectivement, l'enfant va vivre. Et ce qui est le contexte, c'est Dole. Dole, c'est la Franche-Comté. La Franche-Comté, un pays qui est un grand lieu de chasse aux sorcières. Au même moment, on tue les sorcières par dizaines à Dole. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que cette femme n'ait pas été accusée de sorcellerie. Parce qu'une femme en couche, qui reçoit les soins d'une mystérieuse chambrière, qui se penche sur l'enfant et qui donne des conseils de puériculture, alors là, on avait tout pour faire un magnifique cas de possession diabolique, d'intervention diabolique, de sorcellerie. Or, peut-être que la chance, je ne sais pas exactement, je ne sais pas, je n'y étais pas, mais c'est vrai que cette femme, Huguette Roy, a été secondée par son directeur de conscience qui l'a cru et qui a tenu le journal de l'apparition et qui va légitimer, il va lui faire, il va montrer par plein d'aspects que ça ne peut pas être une apparition diabolique. Et effectivement, les 2 emportent la partie, leur histoire va l'emporter, c'est-à-dire qu'effectivement, Huguette Roy n'est pas inquiétée pour sorcellerie. Le gros manuscrit de Mercier va être un élément qui va jouer dans la validation par les autorités. Tout le monde se déplace. Et même un type aussi extraordinairement misogyne que Théophile Reynaud, le jésuite lyonnais étudié par Jean-Pascal Gay, va être obligé, alors que c'est un cas qui a tout pour le rebuter, c'est l'histoire de revenants, l'histoire de femmes qui voient des revenants, il va la placer dans ses hétéroclitas, c'est-à-dire que ça devient un exemplum même pour Théophile Reynaud. Donc là, on a un cas à part, un cas qui est victorieux au milieu d'un désert de bûchers. Alors c'est un cas aussi qui montre à quel point les fantômes que vous étudiez sont des fantômes qui agissent avec les vivants, et les vivants agissent avec eux. On n'est pas dans le pur registre de l'apparition à laquelle on restera à distance, mais on fait des choses, ils font des choses, ils interagissent, et ils co-construisent une vie sociale avec les vivants, et c'est vraiment une dimension sur laquelle vous revenez à plusieurs reprises dans le livre. Oui. Là, c'est vraiment la leçon de 2 grands textes qui m'ont guidée, Élisabeth Claverie sur les apparitions de la Vierge de Mère Jugorgé et le travail de Vinciane Desprez au Bonheur des morts, sur le contemporain. Alors là, c'était sur le contemporain et j'essayais de voir si on pouvait faire la même chose sur les périodes anciennes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec les fantômes. Et effectivement, cette Huguette Roy, elle se sauve, elle assoit aussi elle va devenir, toute la ville de Dole se précipite autour de sa maison, elle devient une sorte de célébrité, elle va gagner aussi en autonomie vis-à-vis de son mari qui est plutôt sceptique. On voit qu'elle devient effectivement au centre d'une petite sociabilité, le fantôme l'assoit en quelque sorte dans sa ville. Donc là, on a un cas assez précis. J'avais travaillé avec une autre historienne anglaise, Sacha Handley, qui avait travaillé sur un fantôme très, très, très célèbre pour les collègues anglais, mais celui de Cock Lane au XVIIIe siècle, où elle montrait là aussi une femme qui se servait de l'apparition à elle d'une de ses amies pour dénoncer un mari violent, et effectivement montrer comment c'était une alternative à une solution judiciaire qui était très hasardeuse, et comment en faisant circuler son histoire, en convoquant le voisinage, et bien cette visionnaire avait utilisé le récit de son apparition pour négocier une place un peu meilleure dans son couple, dans sa ville, dans sa sociabilité, et obtenir des choses. Et le cas paradigmatique, c'est effectivement l'action des spectres au tribunal aussi. Effectivement, ça sert à quitter sa maison à long terme.
Ça peut être utile, même si de nos jours, comme vous dites, c'est plus difficile à plaider, mais ça peut... Non, pas du tout. Alors là, détrompez-vous, ça a été le cas c'est un cas très célèbre. Et là, je me suis servi aussi du travail de Colleen Dayan, qui est une historienne du droit américaine, qui a travaillé sur le cas d'une rupture, cette fois-ci pas de bail, mais de promesse de vente, devant le tribunal de New York, en 1989. C'est l'affaire Ackley-Stambowski, dans lequel le juge a plaidé que, en droit, la maison était hantée. C'est-à-dire, ce qui comptait, c'était pas si elle l'était véritablement ou pas, mais si elle était réputée hantée, et que cette réputation était le fait juridique. Et ce qui m'a assez soufflé, c'est de voir que ce genre d'argumentation existait pour la période moderne. Elle l'emporte pas au tribunal, c'est-à-dire qu'on n'est quand même pas dans un droit complètement qui a fait sa mue subjectiviste comme notre droit moderne. Mais l'hypothèse est lancée. À vous écouter, on pourrait avoir l'illusion que votre livre traite de gens tous crédules et qu'on est dans ce type de registre. En fait, pas du tout, parce que vous montrez qu'il y a différents registres de rapport au spectre. Il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui les voient, il y a des gens qui en parlent, il y a des gens qui les étudient, il y a aussi des gens qui n'y croient pas, voire qui les fabriquent. Il y a aussi toute une série de supercheries spectrales, des mannequins, des effigies, des choses que l'on fait passer pour des spectres et d'autres qui se font un peu, peut-être pas une spécialité, mais en tout cas une gloire d'être plus habile que ces manipulations pour les démonter. Donc le registre de la croyance, il n'est pas du tout univoque à l'époque, on joue sur plusieurs niveaux possibles, et il y a aussi bien de la croyance ou un rapport évident au spectre que des mises à distance et des gens qui sont capables de mettre à distance, se dire attention, c'est pour les simples, c'est pour les gens benets, ou c'est un mensonge, une truquerie, une manipulation. Oui, et ça c'est tout à fait juste, et de même que c'était le même enjeu pour moi de dédiaboliser le fantôme, qui est un peu l'image reçue des fantômes des périodes anciennes. Et l'autre défi, c'était effectivement ça, de se défaire un peu de l'idée selon laquelle tout le monde y croit à l'époque, alors qu'aujourd'hui plus du tout. C'était cette espèce de vision un peu schématique, comme ça, positiviste de l'évolution des croyances. Une rationalisation. Voilà, une rationalisation. Et donc, pour ça... je suis désolée, je cite beaucoup, mais vraiment, j'ai tellement eu l'impression de faire un travail au sein d'une collectivité que j'aime beaucoup citer les lectures qui m'ont frappée. Et là, c'était la leçon d'Hervé Bazin qui m'a beaucoup servi dans son ouvrage dans son recueil qui s'appelle Des clous dans la Joconde, et plus spécifiquement dans son article sur Madame du Deffand, les fantômes de Madame du Deffand, qui disait qu'elle ne croyait pas aux fantômes, mais qu'elle en avait peur. Et Hervé Bazin, effectivement, qui pratique une anthropologie critique et qui s'adressait plus d'ailleurs aux anthropologues, à ses collègues anthropologues, en disant qu'ils avaient un petit peu tendance à hypostasier la croyance des sociétés exotiques, traditionnelles, etc. Et qui pointaient les éléments de scepticisme au sein même des rituels. Eh bien, on peut faire le même travail pour les périodes anciennes, c'est-à-dire, si on veut, on en trouve plein des traces de scepticisme, à commencer par Erasme, bien sûr, mais il n'est pas besoin non plus d'être le prince de l'humanisme pour en douter, Pierre de l'Étoile, et par moments très sceptiques. Et là aussi, la leçon de Hervé Bazin, c'était de dire il y a des moments, il y a des contextes qui peuvent être éphémères, des contextes, des moments pendant lesquels on adhère à cette proposition. Alors, pour autant, il ne faut pas non plus avoir une vision un peu trop lénifiante ou aplatissante, bien sûr, des croyances. C'est vrai que la différence entre aujourd'hui et au XVIe siècle, c'est que scientifiquement, la présence des spectres est soutenable au XVIe siècle, justement grâce à ce que j'ai montré, à savoir la promotion épistémologique du spectre au XVIe siècle. C'est quelque chose qui est qui est valorisé, ou en tout cas qui peut être étayable. Et c'est dans un champ du savoir, voilà, dans le champ de la philosophie naturelle. Le partage opéré plus tard entre la nature et ce qui relève de la croyance des hommes n'a pas ce caractère définitif. Exactement. Donc
Donc là, il y a une grande différence, évidemment. Pour autant, on a effectivement toute une cohorte de sceptiques, de libertins, qui justement se servent du spectre comme d'un repoussoir ou justement d'un marqueur social, voilà, aussi, pour dire je ne suis pas du commun, je ne suis pas crédule, voilà, comme d'autres, Guichardin, Tisla, à un moment dans votre livre. Alors il le dit par moments, il dit je suis sceptique. Puis par d'autres moments, quand il voit que ça va lui être utile, ces histoires de fantômes, il les sort. Et je crois plus au contexte, effectivement, qu'il y a une vision un peu holiste, comme ça, de la croyance. Dernière question peut-être, la dimension politique des fantômes, vous en parlez à travers plusieurs exemples, notamment celui de Concino Concini, favori de la régente, assassiné en 1617, plutôt par le parti du roi Louis XIII, et donc dont l'assassinat d'ailleurs est épouvantable, avec des sévices infligés à son corps, et ce qui explique que quand il revient, d'ailleurs il n'est pas en très bonne forme son fantôme, mais en tout cas que la réapparition de ce fantôme, elle sert aussi des dessins politiques, elle sert aussi un conflit, en l'occurrence, à la fin de la Régence et au début du règne de Louis XIII. Oui, alors il y a effectivement un moment Concini de cristallisation du fantôme comme objet, d'où dire son opposition politique, en le dénonçant. Le fantôme, c'est celui qui parle après sa mort et qui va pouvoir mettre en scène ou rappeler les raisons de cette mort, pourquoi il est fantôme, parce que cette mort est infamante, pourquoi est-ce qu'elle est infamante, parce que c'est une punition, une juste punition. Est-ce que d'une certaine manière, il y a des choses dissibles par les fantômes dans l'imprimé qui ne le sont pas tout à fait par les vivants? Est-ce que le fantôme a une liberté de parole plus grande? Évidemment, il peut dire qu'il est aux enfers, par exemple, c'est-à-dire que c'est la preuve qu'on avait bien raison de l'assassiner, puisque il est aux enfers, même si Concini, il est même pas aux enfers. C'est l'âme en peine dont personne ne veut, là aussi c'est un topos. Mais alors dans cette histoire aussi, ce qui est intéressant, c'est les revenances du fantôme politique, parce que ils apparaissent vraiment au XVIe siècle avec les imprimés, les libelles, ça devient vraiment une figure de la polémique politique, et ça se couple à un événement particulier, c'est-à-dire le procès qui est fait à la mémoire, qui est le premier, c'est évidemment Coligny. Et donc, le fait de faire des procès à la mémoire, évidemment, ça suscite les fantômes. C'est-à-dire, on anime un cadavre en faisant un procès à la mémoire, ou un procès au cadavre. Dans le droit de l'Ancien Régime, on peut faire un procès au cadavre il y a même des tuteurs au cadavre. Le procès est lancé avec une personne vivante qui représente le vivant, mais il y a le cadavre à ses côtés. Et donc, ce procès à la mémoire de Coligny va donner lieu à des libelles qui mettent en scène, qui font parler Coligny, mais ça c'est vraiment presque naturel, que ça s'enchaîne comme ça. Et Coligny lui-même va ouvrir la voie à toute une série de spectres, alors avec des bons. Le spectre par excellence, c'est Henri IV, évidemment, assassiné, donc spectral, qui va apparaître sous la forme de spectre dans les libelles, dans l'acte de dire à son fils de lui transmettre son héritage politique. L'héritage, c'est aussi un grand moment de spectralité. Et qui est réactivé au moment de Coligny, alors cette fois-ci sous l'angle du mauvais spectre, et d'ailleurs il va devoir se régler ses comptes avec le bon spectre, qui est Henri IV, qu'il rencontre évidemment dans l'au-delà. Et puis ensuite, sous la Fronde, ce sera à nouveau réactivé, le spectre de Concini sera réactivé au profit de Mazarin. Bref, on a des chaînes, des chaînes polémiques qui sont aussi des chaînes de réapparition des fantômes politiques. Donc c'est une figure très agissante, très visiblement très utile et très efficace de la parole politique polémique. Merci, on voit que, évidemment, c'est un livre foisonnant et que ces apparitions ponctuent énormément de contextes, de lieux, de moments de cette première modernité. Est-ce que, pour terminer, outre ceux que vous avez cités, ou en y revenant, il y a un conseil de lecture que vous voudriez donner pour prolonger ce dont on a parlé? Alors, si je devais en conseiller un, ce serait sans doute l'ouvrage parmi tant d'autres, mais l'ouvrage de Vinciane Desprez, Au bonheur des morts, publié à La Découverte, qui est utile aux sociologues, à l'historien, et même, j'ai envie de dire, c'est un livre qui console beaucoup, c'est un livre sur le deuil, et donc au-delà d'un usage scientifique, c'est un ouvrage qui réconforte énormément, je trouve, même c'est un ouvrage aussi très très critique, parfois avec une verbe
un peu affûté, mais c'est un ouvrage extraordinairement intelligent. Donc j'ai envie de citer celui-là. Et puis je fais une entorse, j'en rajoute un autre parce qu'en ce moment je suis en train de lire Ordeza de Manuel Villas, qui est un livre sur le deuil, c'est un roman ou un récit. Un très beau livre sur le deuil et une expérience de lecture extraordinaire. Voilà. Alors moi, je me permets d'ajouter un conseil en contemporanéisme, c'est le livre de Guillaume Cuchet, Des voix d'outre-tombe, sur le spiritisme au milieu du 19e siècle, un livre absolument fascinant, là aussi sur les usages sociaux des rapports entre morts et vivants. C'est un livre très fort qui dit beaucoup de choses, d'un tournant aussi dans le rapport à la mort, au moment où l'hygiène commence à faire reculer la mortalité, mais où elle reste insupportable, et le spiritisme est un moyen d'accéder à ces morts. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.